Bonjour cher élève, bienvenue dans ton cours. Aujourd'hui je te parle des transformations nucléaires. Nous sommes en physique et on attaque tout de suite le chapitre numéro 6 qui s'appelle les transformations nucléaires. Ce chapitre va nous permettre d'aller un petit peu plus loin que les transformations chimiques et plus loin que les transformations physiques pour voir ce qu'il se passe vraiment au cœur de la matière. Alors pour pouvoir parler de ça, il faut d'abord commencer par parler du noyau, vraiment des éléments, et dans ce noyau parler des particules qu'il compose, et notamment leur symbole. Alors le symbole va être équivalent à celui qu'on peut avoir pour définir les noyaux, mais va être un tout petit peu différent. Donc vous allez avoir ici le symbole qui va être composé de trois parties. Une première partie, on le voit ici tout en dessous, d'une lettre, et cette lettre va être le symbole de la particule. P pour proton, N pour neutron, on verra ça ensuite. Et il va y avoir deux nombres entiers qui seront en haut à gauche et en bas à gauche. Le premier va avoir exactement le même nom que pour les noyaux, ça va être le nombre de masse, qui va être tout simplement un nombre en unité de masse atomique. Alors l'unité de masse atomique, c'est tout simplement une unité arbitraire qui est définie comme le 12e de la masse d'un noyau de carbone 12. Bref, c'est équivalent à la masse moyenne d'un nucléon. Alors ça va être correspondant un peu au nombre de nucléons si vous voulez, mais comme ça va être un différencié entre protons et neutrons, on a cette unité, l'unité de masse atomique. Et l'autre nombre va être lui, le nombre de charges. Alors ce nombre de charges va vous indiquer en unité justement de charge élémentaire quelle va être la charge d'une particule. Soit ça va être moins 1, plus 1, etc. Si c'est moins 1, ça veut dire qu'il y a moins E, moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Si c'est plus 1, ce sera plus E, plus 2, plus 2E. Et voici donc voilà le symbole. Donc c'est bien le nombre de charges. Prenons tout de suite quelques exemples des particules principales qu'il y aura à connaître, à savoir dans un premier temps le proton. Alors le symbole du proton est assez simple à comprendre. P pour proton, jusque-là pas de problème. Le nombre en bas à gauche, 1 pour dire qu'il est chargé, plus E, on le sait bien, le proton est positif. Et le nombre en haut à gauche, 1, c'est-à-dire que le proton a une masse de 1 unité de masse atomique. La deuxième particule que l'on connaît déjà très bien depuis le début de l'année, c'est le neutron. Le neutron, lui, a bien 1 pour le nombre de masse, mais par contre a une charge nulle, c'est-à-dire que le nombre de charges est 0. Alors contrairement au noyau où on disait oui, il n'y a pas de proton, etc., le Z, ici ce n'est pas Z que j'ai mis volontairement une autre lettre pour bien indiquer que c'est juste le nombre de charges. Vous avez ensuite comme particule connue l'électron qui a pour symbole E-, on l'avait déjà noté, qui a comme nombre de masse cette fois-ci 0. On considère que sa masse est quasiment nulle, on l'a vu 10-31 kg, c'est vraiment tout petit par rapport aux 10-27 des nucléons. Et le nombre de charges cette fois-ci est moins 1 pour bien spécifier que c'est moins E, c'est-à-dire moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Alors chaque particule a son antiparticule et l'exemple le plus simple que l'on peut avoir c'est l'antiparticule de l'électron qui est le positon. Alors le positon, son nombre de masse est équivalent, ça ne change pas, mais le fait que ce soit son antiparticule c'est juste qu'il est chargé opposé, c'est-à-dire plus E. Alors attention, ce n'est pas parce que c'est plus E que c'est un proton, puisque sa masse est considérée comme nulle, en tout cas tellement négligeable, et donc son symbole, ça va être E+. Ne pas confondre positon et proton. Dernière particule que l'on va pouvoir rencontrer souvent dans les transformations nucléaires, c'est ce qu'on appelle la particule alpha, qui a un nombre de charge de plus 2, donc chargé plus 2E, et un nombre de masse qui est 4, ce qui signifie 4 unités de masse atomique. Alors, cette particule alpha, si jamais on essaye de revoir à peu près à quoi elle correspond, c'est tout simplement un noyau d'hélium 4. Si on regarde dans le tableau périodique, un élément qui a une charge plus 2, enfin un noyau qui a 2 protons et donc 4 nucléons, c'est bien l'hélium. On peut tout de suite passer au petit 2 sur les isotopes et on va en voir tout de suite la définition. On va appeler isotopes des noyaux qui vont avoir le même nombre de protons, c'est-à-dire que ce sera le même élément, le même nombre de charges, le même numéro atomique, mais avec un nombre de masse différent, c'est-à-dire un nombre de neutrons et donc de nucléons différents. On peut tout de suite prendre un exemple avec les noyaux d'uranium. On a de l'uranium, ici on a 4 noyaux différents d'uranium, le 238, le 235, le 234 et le 232. Alors on peut voir qu'ils ont le même numéro atomique, 92 à chaque fois, ce qui indique bien qu'ils ont 92 protons.
Vu qu'ils ont 92 protons, c'est forcément de l'uranium, ça ne peut pas changer. Mais par contre, on voit que le 238 a un certain nombre de neutrons, le 235 en a 3 de moins, et le 234 a encore un neutron de moins, et le 232 encore 2 de moins. Alors, ce qui est important, c'est de bien comprendre que ces noyaux d'uranium, c'est à chaque fois de l'uranium, il peut avoir des propriétés différentes. L'uranium 238 est celui que l'on peut trouver naturellement, alors que l'uranium 235 est radioactif et utilisé dans les centrales nucléaires. On peut citer aussi les exemples du carbone, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Le carbone 12, c'est celui qu'on retrouve en majorité sur la Terre, mais le carbone 14, celui qui sert à la datation parce qu'il a une désintégration radioactive. Parlons maintenant justement des réactions nucléaires et du principe des réactions nucléaires. Alors les réactions nucléaires, déjà, on va parler de ce qu'on appelle de radioactivité. Alors qu'est-ce qu'une radioactivité? Ça va être une désintégration spontanée de noyaux. Ces noyaux peuvent se désintégrer spontanément, soit en noyaux plus petits, on va parler de fission nucléaire dans ce cas-là, en émettant des particules, ou alors tout simplement ils peuvent se désexciter en émettant des rayonnements, et donc on va avoir là ce qu'on appelle par exemple un rayonnement gamma. Donc ça c'est le principe de la radioactivité. Alors elle peut être spontanée, mais aussi on peut la provoquer en bombardant des noyaux avec des particules. L'autre type de réaction nucléaire que l'on va pouvoir avoir, c'est les réactions de fusion. Et là, à l'inverse, ce sont des noyaux assez petits qui vont s'assembler pour former des noyaux un peu plus gros. Donc les réactions de fusion nucléaire, c'est ce qui se passe au cœur des étoiles. Donc le principe même, c'est que lors d'une transformation nucléaire, Lavoisier avait encore une fois raison, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, c'est-à-dire qu'il y a conservation de la masse et de la charge. Cela veut dire qu'au final, entre les réactifs et les produits, il y a forcément le nombre de charges totales d'un côté est égal au nombre de masses de charges totales de l'autre. Parlons maintenant de l'équation de la réaction. Alors, faisons tout de suite un exemple. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la somme des masses et charges des réactifs est égale à celle des produits. Forcément. Vous allez avoir une réaction du type réactif donne produit, et vous allez avoir dans les réactifs ce qu'on appelle les noyaux pairs et les particules qui vont être bombardées éventuellement sur les noyaux, et donc chacun va avoir un nombre de masses, un nombre de charges, on va en faire la somme, et de l'autre côté de la flèche, on va avoir les produits avec par exemple les noyaux fils, ceux qui ont été engendrés par la transformation nucléaire, et ces noyaux-là plus les particules engendrées vont avoir une somme de nombre de charges et nombre de masses qui doit être égale à la somme de ceux des réactifs. Et on va tout de suite en faire un exemple. Alors cet exemple, c'est celui de la désintégration alpha du radium-228. C'est ce qui a permis à Marie Curie de confirmer et de découvrir justement la radioactivité. Ce radium a 88 protons et 226 nucléons, c'est-à-dire au total donc les 226 nucléons dont les 88 protons. Ensuite, on sait que comme c'est une désintégration alpha, donc le radium est un noyau pair, dit pair, c'est lui qui va engendrer les autres. La particule alpha, elle ne change pas, elle a toujours un nombre de charge 2 et un nombre de masse 4. Et donc, on se demande quel est le noyau fils qui est engendré. Alors, pour trouver ce noyau fils, il faut faire le calcul suivant. Forcément, dans la ligne du bas, on va dire ça comme ça, les charges doivent être conservées. C'est-à-dire que à gauche, j'ai 88 et à droite, j'ai quelque chose plus 2. Donc forcément, mon nombre de charges pour ma particule, pour mon noyau fils, ça va être 86, parce que 86 plus 2 vont me donner les 88. Même chose en haut pour le nombre de masses. J'ai d'un côté 226 et de l'autre côté quelque chose plus 4. Le quelque chose, c'est forcément 222. C'est 222 pourquoi? Parce qu'il faut que de chaque côté, la somme soit conservée. Et donc au final, je peux, si je cherche dans ma classification périodique, quel est le noyau qui a 86 protons et 222 nucléons, c'est le radon, Rn. Et donc on a la désintégration alpha, radium 226, en radon 222. Donc voilà l'exemple qu'il faudra bien appliquer à chaque fois, à chaque exercice, bien faire en sorte que la somme des nombres de charges des réactifs est égale à la somme de nombre de charges des produits et que la somme des nombres de masse des réactifs est égale à la somme de nombre de masse des produits. Voilà, ce cours sur les transformations nucléaires est terminé. J'espère que tu as bien compris ce que c'était, surtout ces histoires de loi de conservation. N'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires ou à m'envoyer un message. Allez, à la prochaine!